de ce nucléaire du futur, l'EPR est en cours de construction à Flamanville, dans la Manche, non loin de Cherbourg. Ce sera le plus gros réacteur du monde. Il pourrait remplacer un à un les réacteurs en service aujourd'hui. L'EPR est à la fois plus sûr, mais aussi plus dangereux. Le réacteur EPR est le premier réacteur qui a été conçu pour tirer les leçons de Tchernobyl. C'est le premier. Cet EPR qu'on construit, il a été conçu dans la fin des années 90-2000 et donc il prend dès la conception toutes les meilleures évolutions à la fois du retour d'expérience des centrales d'EDF et puis des meilleurs standards de sûreté. Les fonctions de sûreté du réacteur pour le refroidissement du réacteur sont quadruplées. Sur les réacteurs des générations précédentes, elles sont avec une simple redondance, c'est-à-dire doublées. Sur l'EPR, elles sont quadruplées. Et si finalement toutes ces lignes de défense ont échoué, à la fin, même en cas de fusion du cœur, tout reste à l'intérieur du bâtiment réacteur dans lequel on est pour aucune conséquence sur les populations et c'est ça l'essentiel. La théorie, c'est que l'EPR est un réacteur a priori beaucoup plus sûr que le précédent. 10 fois plus sûr, mais beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, avec plein de redondances, de circuits complexes, etc. Autrement dit, il y a un compromis entre la complexité qu'on a rajoutée pour essayer d'être de plus en plus sûr, et le fait qu'il y a un moment où personne ne maîtrise plus cette complexité, personne n'y comprend plus rien. Je ne pense pas qu'on puisse parler de trop de sécurité. Je vous prends un exemple très concret sur l'EPR. L'EPR a été critiqué pour avoir des bâtiments diesel de secours qui sont en hauteur, qui sont imperméables et parasismiques. Bon, c'est 3 raisons, effectivement, de faire qu'ils soient plus chers. Mais prenez Fukushima. Si les diesels de secours avaient été en hauteur, imperméables et parasismiques, le refroidissement, il avait lieu. Et il n'y aurait jamais eu de Fukushima. L'EPR prend à la conception tous les risques, y compris les risques d'agression, qu'elles soient d'origine naturelle, comme le séisme ou l'inondation, ou humaine, comme la malveillance. Et c'est en particulier tout le système de double coque, dit coque-avion, qui ferait que tous nos systèmes résisteraient à la chute d'un avion sur l'installation. L'EPR est un gigantesque chantier qui mobilise une foule de partenaires et de sous-traitants sous la responsabilité d'EDF et d'Areva. Ce futur réacteur, qui se veut de référence, est prévu pour fonctionner durant 60 ans. Le réacteur EPR qui est en cours de construction à Flamanville est le premier réacteur construit par EDF depuis plus de 20 ans en France. Donc il est évident que EDF a à réapprendre comment construire un réacteur, et nous-mêmes, nous l'avons sans doute à réapprendre la façon dont on contrôle un chantier de ce type. En effet, depuis la pose de la première pierre en 2009, les retards et les incidents se sont multipliés. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a interrompu plusieurs fois le chantier. Ferraillage de renfort du réacteur insuffisant, manque de béton à certains endroits vitaux, voire même mauvaise qualité des matériaux. L'ASN a aussi pointé du doigt des problèmes liés au choix des entreprises pour ce chantier. À l'époque, on avait un chantier avec un promoteur qui était là et qui faisait de bout en bout ce chantier. Aujourd'hui, on a une espèce de cascade de sous-traitance dans lequel on a sur le chantier actuellement entre 14 et 18 nationalités, des gens qui ne savent pas forcément exactement ce qu'ils ont à faire, des problèmes de langage et puis des problèmes technologiques. Clairement, aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème de savoir-faire. Les entreprises du domaine du nucléaire en France sont allées beaucoup trop loin sur la sous-traitance. Et le premier risque pour nous, il est là. Et ça se comprend très bien. Bon, c'est certain que si vous vouliez avoir un grand chantier industriel, il faut commencer par avoir des bonnes conditions de travail pour les gens qui y participent. Résultat, la construction de l'EPR a pris 3 ans de retard et son coût a grimpé en flèche. Rappelons-nous, l'EPR, lorsqu'il est décidé, voté à l'Assemblée nationale, il est vendu pour 3 milliards. C'est ce que les députés ont pris comme décision. Et aujourd'hui, on est à 6,6 milliards et on va probablement passer allègrement les 7 milliards. La question économique se pose, de savoir si il faut poursuivre le projet EPR compte tenu des milliards qui y ont déjà été investis. Je ne pense pas qu'on puisse trancher cette question aujourd'hui, mais elle mérite d'être posée et de faire l'objet d'une évaluation indépendante
avant de décider de démarrer le réacteur, parce qu'on sait qu'une fois qu'il est décidé et que du combustible a été chargé, c'est une installation nucléaire et le coût du démantèlement, quel que soit le fonctionnement du réacteur, devrait être supporté. Il faut le finir, mais sans mettre la pression sur les personnes qui y travaillent si on veut faire du bon travail. Il faut relâcher les taux et après, il faudra en tirer le retour d'expérience pour pouvoir avoir un modèle de réacteur qui sera optimisé pour être le candidat à renouveler le parc. L'EPR n'est rien du tout. C'est un petit avatar dans le long chemin, je dirais, du nucléaire. C'est un petit avatar, pourquoi? Parce que ce n'est pas un réacteur nouveau, il est évolutif, c'est-à-dire qu'il a subi l'évolution positive des réacteurs actuels. Mais voilà. Par contre, ce qui se prépare, ce qui se trame dans les coulisses, c'est l'après. L'après où on va aller vers des pénuries d'uranium. Donc, c'est ce qu'on appelle la 4e génération. Cette 4e génération est en réalité la reprise améliorée de Superphénix, une filière abandonnée en 1997 car jugée trop coûteuse et non rentable. Le nouveau projet étudié par la France s'appelle Astrid. Il n'est encore que sur le papier et ne sera pas opérationnel avant 2030 ou 2040. Nous savons que les ressources naturelles pour produire de l'énergie, que ce soit les ressources en pétrole, en gaz, en charbon, mais aussi les ressources en uranium, sont en quantité limitée, on le sait. La France est un pays qui dispose de grandes réserves d'uranium appauvri, 250 000 tonnes. Les réacteurs de 4e génération peuvent aussi brûler et recycler le plutonium. Et de cette façon, si on convertit tout ça en énergie à l'intérieur de réacteurs comme Astrid, on en a pour plusieurs millénaires de production d'électricité. Mais le plutonium est l'élément le plus dangereux qu'on connaisse sur la Terre. Il a d'ailleurs été inventé par l'homme, il n'y en a pas dans la nature. Il est plus dangereux du point de vue radioactif, il est plus dangereux du point de vue de la chimie, et il est plus dangereux du point de vue de la prolifération. C'est avec ça qu'on fait des bombes. Actuellement, il y a 70 tonnes de plutonium à La Hague, et avec 5 kilos de ce plutonium qui n'est pas de la bonne qualité militaire, on fait quand même une bombe. Donc on va au-devant de risques très importants. C'est un vrai choix de société. La civilisation du plutonium, c'est un vrai choix de société qui mériterait qu'on ait au moins un débat. Sauf que le plutonium est déjà utilisé comme combustible, sous le nom de MOX, dans certains de nos réacteurs. C'est dans cette usine à Marcoule, dans le Gard, site historique du nucléaire français, qu'il est fabriqué par Areva, dans des conditions de sécurité extrêmes pour les travailleurs. La plupart des opérations de fabrication sont automatisées, donc faites à distance, depuis une salle de conduite comme celle-là. Les opérateurs ne sont pas en contact avec la matière dans les phases de poudre et de pastille. Elles le sont dans les phases finales où la matière est confinée dans les gaines ou dans l'assemblage lui-même. Et là, on peut effectivement toucher le combustible pour les phases de contrôle des crayons ou des assemblages. Le travail le plus dangereux se fait à travers 3 barrières de confinement, les unes derrière les autres, qui doivent éviter tout contact de la matière avec l'extérieur. C'est un système de poupée russe qui empêche toute dispersion de la moindre particule de plutonium. Si vous avalez un centième de microgramme de plutonium circulant dans toutes ces usines joyeusement, vous avez probablement un cancer. Donc ça donne une idée, si vous voulez, de la dangerosité de ce corps, qui est considéré comme le corps le plus dangereux qui existe, à part qu'il n'existait pas avant qu'on fasse les ouaves avec le nucléaire. C'est clair que l'uranium enrichi que l'on utilise dans les réacteurs produit suffisamment de produits toxiques pour ne pas en rajouter une couche en faisant un MOX, en mettant 7 à 8% de plutonium qui va lui aussi fabriquer des fils comme le curium, l'américium, qui vont augmenter la dose de produits toxiques dans le combustible lorsqu'il va être déchargé du réacteur. Le MOX coûte plus cher à fabriquer qu'un combustible normal, puisqu'on est obligé de faire sous boîte à gants ce qu'on fait en plein air dans l'autre cas. Mais
En revanche, ce surcoût de fabrication est compensé par le fait que on n'a pas à acheter de l'uranium naturel et à payer des services d'enrichissement. Si bien que dans l'ensemble, entre l'uranium récupéré et réenrichi, le plutonium transformé en MOX, on peut économiser plus de 20% de combustible. C'est important, 20%. Même si un jour les progrès de la technologie nous permettent de recycler à l'infini une grande partie du combustible usagé, les installations nucléaires produiront toujours des déchets. Et il faudra bien les gérer. On a commencé à faire des réacteurs, on ne s'est pas posé la question des déchets. Ces problèmes de déchets, ces problèmes de démantèlement, ces problèmes de déchets du démantèlement sont devant nous aujourd'hui. Donc ils deviennent des problèmes majeurs. Il ne faut pas faire peser sur les générations futures la charge qui est issue des bénéfices que nous tirons aujourd'hui de l'énergie nucléaire. C'est à l'usine Areva de La Hague, dans la Manche, que convergent les combustibles usés des centrales nucléaires françaises et d'autres pays européens, ainsi que du Japon. Ici comme ailleurs autour des sites nucléaires, l'implantation de cette usine en 1966 a été une manne pour les communes avoisinantes. L'implantation du CEA à l'époque, l'usine de retraitement, UP1, a fait augmenter la population, évidemment. Donc effectivement, ça a été un boom, un des plus grands chantiers d'Europe pendant 15 ans. La population de 400 habitants est passée à une période donnée de l'ordre de 2400 habitants. Mais ça nous a apporté effectivement un confort sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan des emplois locaux, d'une façon très importante. 1200 tonnes de combustible usé arrivent chaque année à La Hague, où doit s'opérer la séparation des différents éléments radioactifs, principalement l'uranium et le plutonium. Nous recevons le combustible usé de nos clients. Nous l'entreposons dans des piscines comme celle-ci pour préparer l'ordonnancement du recyclage et ensuite donc on opère une opération de découpe mécanique des éléments combustibles usés, de dissolution de ces éléments pour récupérer toute la matière qui est valorisable à l'intérieur et qui représente 96% de la matière usée. Le site est hautement stratégique, puisque c'est ici, dans ces piscines, que se trouve rassemblée la plus grande quantité de matière radioactive au monde. Ces piscines, elles sont hors sol, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas souterrain, c'est hors sol. Je vous parle ici de 130 réacteurs qui sont dans une même piscine. Et puis dans un vulgaire hangar. Et donc évidemment, il n'y a pas de protection, par exemple, de chute qu'il pourrait y avoir d'aéronefs, par exemple. Si quelqu'un veut se procurer un plan d'usine, nous-mêmes nous en avons, tout le monde en a, il suffit de regarder le rapport de sûreté de l'autorité de sûreté nucléaire. L'emplacement des piscines est parfaitement identifié et je peux vous assurer que ces piscines sont parfaitement vives, surtout lorsqu'on arrive des airs. On va intervenir prochainement auprès d'Areva et poser les questions dans ce domaine. Est-ce qu'il est prévu quelque chose vis-à-vis de la sûreté de couverture de ces piscines? Sur ce type de sujet qui concerne la malveillance et la protection physique des matières, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez trouver qui sont accessibles au public, mais l'essentiel des études, de par la nature même des études, est classifié. Les scénarios de chute d'avion font partie des scénarios classiques envisagés sur l'établissement. Après avoir été cisaillés, vitrifiés et coulés dans des fûts en acier, tous les déchets ultimes non recyclés sont conservés dans des silos. Sous chaque cercle, dans cette salle, sont empilés 10 fûts de produits de fission hautement radioactifs. L'ensemble est ventilé en permanence car la température avoisine 300 degrés. Ces fûts ne pourront pas sortir d'ici avant une 60aine d'années. Pour recevoir les futurs combustibles usés de nos 58 réacteurs, 2 nouveaux silos sont en construction à La Hague. Les fûts s'accumuleront au fil des ans dans ces colonnes d'acier séparées les unes des autres pour permettre à la ventilation naturelle d'absorber la chaleur et d'accompagner la décroissance radioactive. À la fin des années 60, on ne prenait pas de telles précautions à La Hague. Les déchets de combustible irradiés, on s'en débarrassait sur place. Une commission d'enquête a considéré en 1996 qu'il n'y avait pas de risque. Des contrôles sont effectués régulièrement. Pourtant, certains affirment que le feu couve sous la cendre. De 68 à 75, c'était la première fois au monde qu'on stockait des déchets radioactifs. Donc j'étais embauché comme ingénieur sécurité et technicien en protection pour stocker ces fameux déchets.
Donc on stockait, je dirais, pas bêtement, mais on stockait avec les techniques de l'époque. Le gros problème, c'est qu'on a stocké la première tranche carrément sur le sol. Et sous le sol, vous avez une nappe phréatique. L'Andra admet quand même qu'il y a plus de 250 kg de plutonium. Le plutonium, c'est le plus terrible. Donc ce plutonium, il faut l'enlever. Parce que là, si le plutonium va dans la nappe phréatique, c'est terminé pour la région. Je ne suis pas anti-nucléaire, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. J'estime un travail bien fait. Et c'est moi qui les ai stockés, personnellement, tous, avec mon équipe. J'estime que j'ai mal travaillé parce que c'était les techniques de l'époque. Aujourd'hui, en France, des milliers de tonnes de déchets provenant de nos centrales nucléaires traversent chaque année le pays en tous sens. Les combustibles usés voyagent entre leur site de production et La Hague. Les combustibles à retraiter vont de La Hague à Marcoule, puis retournent dans les centrales. Ce balai de transport nucléaire se fait à 80% par voie ferrée. Sans transport, il n'y a pas d'industrie nucléaire. Il faut vraiment être conscient de ça. Ces transports sont fondamentaux pour l'industrie nucléaire parce qu'ils concernent les combustibles neufs, on va dire le minerai, mais ils concernent aussi, surtout, les combustibles usés. Et aujourd'hui, on a 500 trains par an qui circulent en France de déchets nucléaires de diverses sortes. Et on va encore augmenter le nombre de trains par an, ce qui fait qu'évidemment, la population est concernée, puisque tous ces trains traversent des gares ouvertes aux voyageurs, stationnent dans des gares ouvertes aux voyageurs, stationnent dans des triages qui sont souvent à proximité d'habitations, voilà, et évidemment touchent de très très près les cheminots. Les assemblages de combustibles retraités qui sont dans ces wagons sont radioactifs et donc ils émettent un rayonnement vers l'extérieur. Ça, c'est bien sûr tout à fait vrai. Mais lorsque nous examinons les trajets de ces trains, par exemple, bien sûr, nous regardons quelles sont les expositions possibles vis-à-vis des personnels dans les gares de la SNCF, les voyageurs qui pourraient être dans des trains qui passent à côté, les riverains. Et ces doses sont extrêmement faibles et très, très en dessous des minima réglementaires. Donc, il n'y a, de notre point de vue, pas de danger particulier à faire circuler ces transports. Ces wagons-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont effectivement percutés de côté, par exemple. Quel est leur seuil de résistance? Et surtout, si le wagon a un problème, qu'est-ce qui se passe? Si un accident se produisait, eh bien, l'IRSN serait immédiatement en mesure d'assister le préfet du département où l'accident aurait eu lieu pour les mesures de prévention vis-à-vis des populations environnement, du reste de la circulation routière. J'ajoute que bien que ces matières soient extrêmement sensibles pour certaines d'entre elles, l'ampleur d'un accident de transport n'aurait rien à voir avec l'ampleur possible d'un accident dans un réacteur nucléaire. En plus du combustible irradié, les installations nucléaires accumulent une quantité d'autres déchets de faible et moyenne intensité. Ils sont acheminés chaque jour par camion dans l'Aube sur un site géré par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Les déchets stockés sur ce centre sont des déchets dits d'exploitation. Donc on va retrouver des vêtements qui ont été utilisés dans l'exploitation d'installations nucléaires, des outils par exemple, ou également des filtres ou des morceaux de pièces ou des pièces qui ont été remplacées sur ces installations. Et ça peut être des terres, des gravats, des morceaux de murs, des morceaux de ferraille, des poutres ou autres. Le site est conçu pour prendre en charge 1 million de mètres cubes de déchets sur une superficie de 95 hectares. Ils sont entreposés dans des bunkers en béton armé de 25 mètres de long sur 8 mètres de haut. Il est prévu que ces déchets restent ici à vie, puisqu'en fait la solution de stockage que nous proposons est une solution définitive. Simplement, nous avons, pour le site sur lequel nous nous trouvons, une phase d'exploitation de quelques décennies, autour de 70-80 ans, et à l'issue, une phase de surveillance qui ne pourra pas être inférieure à 300 ans. On considère qu'il faut 300 ans de surveillance pour obtenir une radioactivité qui sera au niveau de la radioactivité naturelle. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de visibilité pour dire qu'on peut stocker les déchets pendant plusieurs dizaines d'années et donc qu'on a les moyens de garantir la protection de l'homme et de l'environnement vis-à-vis de ces déchets. Est-ce que la solution est vraiment de les mettre à un seul endroit ?
Est-ce que finalement, ce n'est pas mieux de les laisser sur les sites, puisque de toute façon, ces sites sont déjà là, sont déjà pollués, appartiennent déjà à EDF. Toujours est-il que oui, ça va être compliqué et très clairement, c'est un fardeau qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants. La partie la plus préoccupante de ce fardeau, ce sont bien sûr les 6000 tonnes de déchets de haute activité issus des réacteurs. Que faire de ces déchets, dont la durée de radioactivité et de chaleur se mesure en millions d'années? Un laboratoire de recherche a été installé à Bure, dans une région isolée entre la Meuse et la Haute-Marne. La France privilégie en effet l'enfouissement à grande profondeur, alors que d'autres pays préfèrent la conservation en surface. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la couche d'argile qui doit faire office de barrière. Ici, à plus de 400 mètres sous terre, on étudie les propriétés d'une couche géologique profonde, capable d'accueillir des déchets qui y resteront pour l'éternité. C'est un site qui possède de bonnes propriétés pour être creusé et dans lequel on demande à la roche d'être capable d'évacuer la chaleur qui est produite par les colis de haute activité. Donc on veille à bien séparer les alvéoles de stockage pour respecter des limites de température que l'on se fixe, mais l'évacuation de la chaleur se fait de manière totalement passive, sans avoir besoin de l'intervention de l'homme. Les déchets vitrifiés en soi ne dégagent pas une chaleur considérable en tant que telle, mais si vous leur mettez 10 pulls, vous êtes entouré de pulls de laine, la chaleur ne s'évacue pas, et c'est là que ça devient chaud. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'argilite. Parce que l'argilite est une roche qui évacue très très mal la chaleur. L'intérêt du site dans l'argile que nous étudions ici, c'est que l'eau circule extrêmement lentement dans cette couche d'argile. Et les calculs que nous avons réalisés montrent qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'années pour que les éléments radioactifs les plus mobiles puissent sortir de notre couche d'argile. C'est-à-dire que le site offre d'excellentes garanties vis-à-vis de la sûreté à très long terme pour le stockage des déchets radioactifs. Elle va circuler, l'eau est partout et il risque fort d'y avoir des pollutions et des événements très graves. La radioactivité, elle ne va pas attendre sagement les bras croisés pendant des milliers et des milliers d'années, simplement parce que l'ANDRA l'a écrit sur ses rapports. Aujourd'hui, la loi a retenu l'idée d'un stockage réversible, c'est-à-dire que pendant au moins 100 ans, si on voulait changer d'avis sur la modalité de gestion de ces déchets, on est capable de les reprendre pour envisager un autre stockage ou une valorisation. Nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants, en gros pendant 100 ans, la possibilité de faire des choix, sans pour autant leur imposer la charge de gérer un déchet dangereux à la porte de chez eux. Actuellement, si vous voulez, l'ANDRA fait un discours de communication sur le fait que Bure, ou l'analogue de Bure, pourrait être un stockage réversible. C'est pas sérieux. On ne commence pas par faire un trou à 600 mètres de profondeur avec des excavations compliquées pour aller mettre des colis tout au fond en disant qu'on va les ressortir. Ça n'est pas sérieux. Je n'y crois pas d'un instant. Je pense que c'est de la communication. Ce laboratoire de Bure n'est pas destiné à recevoir des déchets radioactifs. La décision de creuser le vrai centre de stockage, ailleurs, mais dans la même zone, doit être prise en 2015 après un débat public. Le gouvernement, s'il estime que le stockage peut être autorisé, alors l'ANDRA construira le stockage et en visant une mise en service en 2025. Ensuite, il faudra prévoir une centaine d'années d'exploitation pour être capable de prendre en charge tous les déchets produits par le parc nucléaire français depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, mais aussi les déchets futurs du parc actuel. On a fait miroiter que ce serait un centre scientifique, que ça attirerait beaucoup de monde, et c'était une idée très positive. C'est très, très positif comme idée, la science. Et puis la deuxième chose surtout, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est distribué. De plus en plus, les présidents de conseils généraux en réclament toujours davantage, alors qu'en fait, il n'y a aucune nuisance, puisqu'il n'y a pas du tout de déchets nucléaires aujourd'hui, en 2012, à Bure. Mais c'est une façon d'anesthésier durablement les consciences des élus locaux. En matière de déchets, une difficulté majeure attend les exploitants du parc nucléaire français. Le démantèlement des réacteurs et des installations en fin de production.
Le gros problème de toutes ces centrales actuelles, c'est qu'elles n'ont pas été conçues pour être démantelées. C'est pas si évident que ça de se dire est-ce que je découpe la cuve sur place ou bien est-ce que je la découpe pas, parce qu'elle est très radioactive. Je pense que démanteler une centrale, il n'y a pas de problème technique. Il y aura des robots qui seront utilisés pour les éléments les plus irradiés et ainsi de suite. Après, il y a la question de le faire en combien de temps. Moi, je pense que démanteler une centrale nucléaire, il faut prendre le temps pour le faire. Il faudra que les gens soient bien formés. Au passage, d'ailleurs, ça demande beaucoup moins de gens pour démanteler une centrale que pour l'exploiter. Et ce ne sont pas les mêmes formations. Donc, on ne remplacera pas l'un par l'autre. Ce qui est problématique, si vous voulez, c'est pas tellement démanteler en prenant son temps. Ça, on sait faire. Mais qu'est-ce qu'on fait des déchets du démantèlement? Eh bien, aujourd'hui, pour beaucoup de ces déchets, il n'y a pas de filière. Donc, il faut prendre son temps. Attendons qu'on ait les filières d'élimination pour ces déchets. Travaillons à ça. Et ça coûte très cher. Le coût, c'est l'autre incertitude qui pèse sur le démantèlement des centrales. EDF et Areva ont mis de côté une vingtaine de milliards d'euros. Est-ce suffisant? Ne reportons-nous pas, là encore, sur les générations futures, une addition que nous ne voulons pas honorer aujourd'hui? Les risques du nucléaire sont disproportionnés par rapport à l'usage qu'on lui demande. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut soit ne pas l'utiliser, soit, quand on l'utilise, comme nous, en sortir. On peut être favorable au nucléaire et en même temps souhaiter qu'il y en ait moins. Depuis Fukushima, le débat qui intéressait jusque-là modérément la société française a pris une toute autre ampleur. Ce qui s'est passé en mars 2011 au Japon, grande puissance industrielle, apporte la preuve qu'aucun pays n'est à l'abri d'un drame nucléaire majeur. Nous, autorités de sûreté nucléaire, nous avons toujours dit qu'un accident grave était possible en France. C'est la confirmation, ce qui est survenu au Japon, du fait qu'un accident grave est toujours possible. Quel que soit le niveau de développement social ou économique d'un État, à partir du moment où on entre dans une crise nucléaire de cette ampleur, ça devient ingérable. Donc si Fukushima a bien montré quelque chose, c'est que le nucléaire sûr n'existe pas. Et je pense que ça, les Français l'ont bien compris. On sent vraiment une vraie transformation en profondeur sur le terrain, notamment du côté des élus locaux. Ils n'avaient jamais pris conscience que le fait que leur ville soit située à 30 km d'une centrale nucléaire ne signifie pas qu'ils étaient à l'abri. Et c'est vraiment ce changement sur le terrain qui, selon nous, va entraîner la mort du nucléaire en France. Quelle que soit la place future du nucléaire en France, il nous faut intégrer le fait que l'ère de l'énergie bon marché est bel et bien terminée. Pour limiter la facture, il existe une solution simple. Je crois que la principale révolution, c'est l'efficacité énergétique, les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a compris que l'énergie, c'est un produit cher, c'est un produit qu'il faut économiser, ne serait-ce que pour des raisons environnementales. L'intérêt du consommateur final, c'est de se rendre compte qu'il doit à la fois modifier son comportement et choisir des équipements, je dirais, de plus en plus performants. Et là, le potentiel est énorme. Il faut imaginer qu'on a tout autour de nous tout un champ, un continent en quelque sorte d'économie d'énergie. Quand on les regarde avec un œil un petit peu technique, quand on a l'habitude, on s'aperçoit que par rapport à notre consommation d'aujourd'hui, ce gisement représente plus de 50%, presque pratiquement 60% et un peu plus de la consommation d'aujourd'hui. C'est l'avenir de nos sociétés industrialisées qui est en jeu. Il est lié aussi à un autre impératif, la diminution de nos rejets de CO2 dans l'atmosphère. Dans ce domaine, le nucléaire a des atouts, mais il n'est pas le seul. Les panneaux photovoltaïques et les éoliennes arrivent en tête sur le marché naissant des énergies renouvelables. Viennent ensuite les barrages hydrauliques et la biomasse. Les énergies renouvelables, telles que l'éolien, le photovoltaïque ou la biomasse, ont déjà leur place aujourd'hui, puisqu'ils contribuent aujourd'hui à cet équilibre production-consommation en France. Demain, s'ils sont appelés encore à se développer, eh bien nous les intégrerons, comme nous le faisons depuis plusieurs années, dans le système électrique. Tous les scénarios élaborés par l'Agence internationale de l'énergie, enfin par toutes les grandes institutions, montrent que dans la seconde moitié de ce siècle, plus de la moitié de nos énergies seront fournies par ces énergies renouvelables. Ces énergies prennent d'ailleurs petit à petit leur place dans le grand marché de l'électricité en Europe.
car la France est interconnectée avec ses voisins à travers 46 liaisons transfrontalières. Ces liaisons transfrontalières contribuent à l'utilisation du mix énergétique européen, puisque vous avez des pays, la France avec une dominante nucléaire, vous avez des pays avec des dominantes énergies renouvelables, et qu'en fonction de la disponibilité des moyens de production, eh bien, ça va créer soit des imports, soit des exports d'électricité. La France, en Europe, est le pays qui dispose de toutes les énergies renouvelables, et en quantité. Sur les 6 grands types d'énergies renouvelables, solaire, le vent, la géothermie, la biomasse, etc., l'énergie marine, on a toutes ces énergies en abondance. Et on est presque le pays d'Europe qui l'utilise le moins bien. Donc, on se dit, utilisons, comptons sur notre propre ressource et utilisons au mieux l'ensemble de ces énergies qui sont à nos dispositions. Le vent et le soleil sont des sources d'énergie inépuisables, mais ils ne sont pas fiables. Il n'y a pas toujours de vent, il n'y a pas toujours de soleil, surtout en Europe. La réponse, c'est la combinaison des énergies renouvelables entre elles. Et ça commence à se faire d'ailleurs, c'est de dire pour suivre une demande, il faut combiner des énergies variables, mais qu'on peut prévoir, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque, avec des énergies renouvelables non variables, qui sont l'hydraulique, la biomasse, dont le biogaz par exemple, qui elles fonctionnent comme des centrales normales. La solution serait d'emmagasiner l'électricité produite par le vent et le soleil lorsqu'ils sont abondants, de la mettre en conserve, puis de la basculer sur le réseau lorsque vent et soleil ne sont pas au rendez-vous. Il est clair que le vent et le soleil contiennent des quantités d'énergie 100 fois, 1000 fois supérieures à ce dont nous avons besoin. Il faut juste savoir utiliser cette énergie d'une façon ingénieuse, à moindre coût, et surtout la stocker. Mais stocker l'énergie pendant plusieurs mois, ce n'est pas encore possible. L'entreprise qui invente, qui développe une technologie permettant de stocker l'électricité, de transformer une électricité intermittente en système continu, ça, c'est le jackpot. En Europe, l'Allemagne possède le parc éolien et photovoltaïque le plus développé. Les opérateurs privés se sont multipliés, comme cette société installée en ex-Allemagne de l'Est. Il y a eu des milliers de personnes comme nous qui se sont lancées, qui étaient enthousiastes. Elles se sont dit, allez, on y va. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui 27 000 mégawatts d'énergie photovoltaïque, ce qui est gigantesque. C'est pour ça aussi que nous avons maintenant plus de 30 000 mégawatts d'énergie éolienne. Nous pouvons à partir d'ici livrer de l'électricité dans le circuit public. Nous pouvons même fournir de l'électricité directement dans le réseau électrique européen. Elle part vers Berlin et les grandes villes. D'ici, nous agissons comme le font toutes les autres centrales électriques. Fort de ce développement, l'Allemagne sert de référence pour mesurer à l'échelle d'un grand pays avantages et inconvénients des nouvelles filières. Premier constat, éoliennes et panneaux solaires prennent beaucoup de place dans les paysages. L'Allemagne est un pays peuplé d'une façon très dense. Donc nous avons déjà aujourd'hui dans beaucoup de domaines des conflits de proximité. C'est-à-dire que les habitants s'opposent à la construction de centrales éoliennes. Ils ne veulent pas que le paysage soit envahi par les éoliennes. Le soleil n'envoie pas de facture, le vent non plus. Mais les installations ont un coût très élevé, 1 million d'euros pour une éolienne d'1 mégawatt. Ce développement ultra rapide en Allemagne n'aurait pu se faire sans l'aide des pouvoirs publics. L'État a garanti aux exploitants l'achat de toute leur électricité à un prix minimum pendant 10 ans. Sans la loi sur les énergies renouvelables, il n'y aurait jamais eu ce boom dans le secteur. Les fabricants d'éoliennes et de modules photovoltaïques ont profité de cette sécurité, car ils savaient que leurs produits allaient se vendre. Et c'est ce qui a permis à toute une industrie de se développer autour de ça. Le gouvernement allemand a délibérément créé des conditions artificielles pour que ce solaire se développe, c'est-à-dire un tarif de rachat d'électricité beaucoup plus élevé
que le tarif commercial. Ça coûte des dizaines de milliards à l'économie allemande, cette histoire. Et alors l'idée était qu'au moins ça allait contribuer à créer une industrie allemande des panneaux photovoltaïques. Malheureusement, ce n'est pas exactement ce qui se passe parce que l'essentiel des panneaux photovoltaïques aujourd'hui sont produits en Chine où ils sont beaucoup moins chers que ceux qui sont produits en Allemagne. Un autre handicap ralentit le développement des industries éoliennes et photovoltaïques en Allemagne, le transport de l'électricité. Dans le nord du pays, il y a une forte concentration d'éoliennes. Par contre, dans cette région, la demande énergétique n'est pas très élevée. Elle se situe surtout dans le sud. Nous avons calculé qu'il nous fallait environ 4500 km de lignes à haute tension pour transférer le courant. Toutes les usines sont dans le sud de l'Allemagne et c'est pour cela que le transport énergétique est une nécessité absolue. La population va-t-elle accepter ces milliers de kilomètres de lignes à haute tension traversant le pays de part en part, qui sont une plaie pour l'environnement? L'environnement est aussi mis à mal par l'exploitation des mines de lignite. Pour pallier l'arrêt du nucléaire, les Allemands ont en effet intensifié la production d'électricité de leurs centrales à charbon. Le lignite est un sous-charbon proche de la tourbe, peu calorifique, gorgé d'eau et très nocif en matière de gaz à effet de serre et de CO2. Je pense que l'avenir du lignite se présente bien car avec le développement des énergies renouvelables, il faut également avoir des centrales de rechange pour pouvoir rééquilibrer les fluctuations de l'alimentation électrique, l'adapter aux besoins. Les centrales à charbon, spécialement les centrales à lignite comme celle-ci, ont un rôle à jouer. En France, on produit actuellement environ 6 tonnes de CO2 par habitant, y compris les voitures, etc. Et les Allemands sont à 10, essentiellement parce que les Allemands utilisent des centrales à charbon pour faire leur électricité. Donc voilà, si on veut faire comme les Allemands, on peut sortir du nucléaire, mais on aura aussi de l'électricité produite par des centrales à charbon, des centrales à gaz, c'est-à-dire que notre production de CO2 par tête augmentera. Vous aurez remarqué que depuis 2 ans, plus personne ne parle d'effet de serre. Tout le monde s'en fout complètement. Il n'y a qu'un endroit où on parle de l'effet de serre, c'est pour défendre le nucléaire. Alors c'est vrai que le nucléaire ne fait pas beaucoup de CO2. Cela dit, on gonfle un peu la situation en faisant semblant de nous faire croire que si on n'avait pas le nucléaire, on n'aurait que des centrales à charbon. Donc en fait, c'est moins brillant que ce que disent les défenseurs du nucléaire. Si on veut répondre aux besoins sans émettre de CO2, aujourd'hui, l'énergie nucléaire doit faire partie du mix énergétique. Ça ne veut pas dire que dans 30 ans ou dans 40 ans, si on trouve d'autres choses, il en fera toujours partie. Quand on voit que la Chine, elle connecte sur le réseau une centrale à charbon par semaine, on imagine en termes de pollution, s'ils ne décidaient pas de faire des centrales nucléaires à côté, que ça serait complètement dramatique. Réussir la transition énergétique, c'est le défi qui nous attend, nous aussi, en France, en fixant à sa juste place le curseur du nucléaire. Pour certains, c'est un fardeau dont il faut se débarrasser au plus vite, pour d'autres, une filière d'avenir. Le débat public est ouvert. Nous sommes français, donc nous aimons le jardin à la française. Il faut qu'il y ait des allées très rectilignes avec une solution unique. Alors vous avez les pro-nucléaires, vous avez les pro-renouvelables. Non, il va falloir intelligemment faire un mélange des deux, trouver des façons de stocker différentes. C'est l'intelligence à l'œuvre. Le débat sur la sortie du nucléaire, c'est un débat très simple. Vous voulez garder le nucléaire, vous prenez un risque. Vous voulez sortir du nucléaire, vous prenez un risque. Choisissez entre les 2 risques et pourquoi. Voilà le vrai débat. Je pense qu'il n'y a pas de choix, que nous avons encore beaucoup besoin du nucléaire. Je n'ai aucun plaisir jouisseur à dire ça. C'est parce que j'ai peur de la régression, de la disparition de croissance si on n'a plus assez d'énergie. Quels que soient les scénarios à venir, celui d'une transition énergétique ou celui d'une prolongation, etc., cet héritage, il est là. Et il faudra le gérer.
Démanteler une plateforme pétrolière en mer du Nord n'est pas un jeu d'enfant. Les ingénieurs de l'extrême, dans un instant. Nos villes consomment de plus en plus d'eau, mais il n'est pas toujours facile de la fournir. Le défi, c'était de faire venir l'eau du Colorado, à 289 km d'ici, jusqu'en Californie, en traversant plusieurs chaînes de montagnes et un désert. Alimenter une ville en eau, c'est aussi entretenir ses égouts. 90% des gens ne réalisent sûrement même pas ce qu'il y a sous la ville. Et veiller au traitement des eaux usées. Stockholm, c'est une île et de l'eau. Il faut qu'on protège cet environnement. Suivez le combat quotidien de ceux qui gèrent un de nos besoins vitaux. Au cœur de la ville et l'eau. Dimanche à 20h45 sur Science et Vie TV. Partout dans le monde, des scientifiques mettent au point les prothèses et implants auxquels nous aurons accès demain. Lorsqu'on se fait amputer ou que l'on est sans bras, on peut dans de nombreux cas utiliser les muscles qui restent en les contractant. La première fois qu'on a mis le système en action, quand on a commencé à travailler avec cette nouvelle main, c'était vraiment impressionnant car soudain, j'ai pu ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis de très longues années. Et si dans un futur proche, notre corps était entièrement remplaçable? Pourrons-nous un jour combiner corps et machine pour dépasser nos limites biologiques? L'homme réparé, mardi 20h45 sur Science et Vie TV. Voici la gigantesque plateforme Lima. C'est le dernier site offshore de l'un des gisements de gaz les plus productifs de Grande-Bretagne. Constituée de 2500 tonnes d'acier et de 25 km de canalisation, elle a extrait plus d'1 million de mètres cubes de gaz des fonds marins. Durant près de 40 ans, grâce à elle, 5 millions de foyers britanniques ont pu se chauffer. On était des pionniers à cette époque. C'est nous qui fournissions le pétrole et le gaz au Royaume-Uni. On en était fiers. Mais l'heure est venue de démanteler ce colosse. Cette opération constitue un immense défi pour les ingénieurs. Je n'arrêtais pas de la regarder et j'avais le cœur qui battait très fort. Des fils diamantés vont scier de l'acier de 5 cm d'épaisseur. Avec ça, cette machine fonctionne sans interruption. La flamme à 3500 degrés de ces chalumeaux va la réduire en pièces. C'est un moment émouvant pour les hommes qui l'ont construite, ceux qu'on surnomme les tigres de la mer du Nord. C'est 40 ans de ma vie qui s'envolent. Des compétences techniques hors du commun seront nécessaires pour démanteler la plateforme. Et ce sera une occasion unique pour découvrir les entrailles de cette structure monumentale. Remettez le crochet en place, s'il vous plaît. Voici les ingénieurs de l'extrême. À une centaine de kilomètres au large du comté anglais de Norfolk, la plateforme Lima était au cœur d'un immense gisement gazier découvert dans les années 1960. Depuis, la production s'est arrêtée et le site a été fermé. Le démanteler va nécessiter l'expertise d'une centaine d'ingénieurs pour un coût total de 250 millions d'euros. Et il faudra 9 mois pour faire disparaître les derniers vestiges de la structure. Je m'appelle Rob Bell, ingénieur en mécanique. J'ai toujours aimé démonter les machines compliquées pour comprendre leur fonctionnement. Moi, c'est Tom Wigglesworth. Je suis ingénieur en génie électrique et un passionné de grosses machines. Au moment où Lima s'apprête à quitter la mer du Nord pour retrouver le sol britannique, nous allons vous faire vivre les étapes les plus marquantes de ce démantèlement. Et au fur et à mesure des opérations, nous vous dévoilerons les secrets de cette impressionnante structure. Peu de gens connaissent aussi bien la plateforme Lima qu'Austin Hand. Il a participé à sa construction à Lowestoft
il y a 40 ans. Sa construction a commencé à Middlesbrough, mais elle avait déjà pris du retard. Donc Shell a décidé de l'amener ici pour la terminer. Juste à cet endroit? Oui, elle était sur une barge amarrée au quai. Austin Hand est venu rencontrer deux autres anciens de Lima, Bill Lindsay et Mick Needham. Cela fait plus de 25 ans qu'ils ne s'étaient pas revus. Ça faisait longtemps. Comment ça va? J'aimerais pouvoir dire qu'on n'a pas changé, mais bon, ça va très bien. La première fois qu'on s'est vus, c'était sur Lima. Exactement. J'étais au bas de l'échelle, et toi le chef. C'est un grand moment pour moi de pouvoir rencontrer les pionniers de l'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord. C'est vous qui avez mis en place toutes ces plateformes. Ça a été un long processus d'apprentissage pour nous. On était jeunes. Je suis entré chez Shell en 71, à 22 ans. Je connaissais les centrales électriques, mais j'ignorais tout des plateformes offshore. Et 5 ans plus tard, j'en construisais une. À cette époque, ceux qui travaillaient au sud de la mer du Nord formaient presque une famille. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui venaient de l'étranger. C'était surtout des gars du coin et tout le monde s'entendait bien. Je pense que ça ne doit plus être la même chose aujourd'hui. J'imagine que la plupart de vos amis et des membres de votre famille ne travaillaient pas dans le même secteur. Vous deviez avoir un tas d'histoires à leur raconter toutes les semaines. C'était difficile pour les familles. Quand on travaille dans un magasin ou dans une usine, les gens savent de quoi on parle. Mais nous, on avait du mal à expliquer notre travail. Ma fille aînée n'avait que 4 ans à l'époque. Je lui apportais des photos d'un lit et d'une table avec de la nourriture pour la rassurer. Elle croyait que je travaillais sous l'eau. Mick Needham a connu cette plateforme à sa construction.